une étrange rumeur s'est emparée de l'Empire Écart, une rumeur concernant l'œuvre d'un sculpteur inconnu détenant des pouvoirs divins et une sculpture avec la bénédiction de la déesse Énix elle-même. Il était déjà assez connu parmi les nobles qu'une vicomtesse, incapable de se lever à cause d'une maladie chronique, avait pu recouvrer la santé en 2 jours seulement après avoir dormi avec la sculpture. Depuis lors, les œuvres de ce sculpteur ont enregistré les enchères les plus élevées lors de chaque vente aux enchères et ont été convoitées par des nobles du monde entier, non seulement en raison de leur pouvoir divin, mais aussi parce qu'elles constituent des œuvres d'art de grande valeur qui fascinent tout le monde. Le temple a donc envoyé des prêtres pour confirmer la véracité de la rumeur, qui n'a pas tardé à être révélée. Le sculpteur de génie voilé qui a fait vibrer tout l'Empire était la fiancée du célèbre grand-duc Lahan Elcanox. Le personnage principal se trouve dans le manoir de Blisha, où un homme tenant une tasse de thé dans ses mains ne comprend pas de quoi parle le duc. Tremblant, il commence immédiatement à s'excuser d'avoir mal entendu, ce qui surprend quelque peu son fils. À ce moment-là, Lahan, qui se trouve à côté du personnage principal, regarde l'homme avec perplexité, tandis que le personnage principal ne comprend pas ce qui arrive à son père. L'agitation a commencé 20 minutes plus tôt, lorsqu'une luxueuse voiture s'est retrouvée dans la rue du manoir. Lorsque les gardes ont vu cette voiture, ils n'en étaient qu'au début. Ils étaient perplexes et ne comprenaient pas qui pouvait monter dessus. Cependant, en regardant de plus près, ils ont vu l'emblème de la famille, qui n'appartient qu'au grand-duc de Lahan Elcanox. En voyant cela, tous les chevaliers étaient en état de choc et ne comprenaient pas pourquoi le duc était venu ici. Lahan Elcanox, neveu maternel de l'actuel empereur, l'homme qui est devenu le nouveau gardien du duché de Canox après la mort du grand-duc à la bataille de Kazantay il y a 4 ans. Il existe de nombreux mots qui le décrivent parfaitement, tels que le diable, le belliciste et l'infâme grand-duc Lahan Elcanox, qui a rendu visite au comte Blisha sans préavis. En buvant du thé, il a dit d'un air sérieux qu'il voulait faire une demande en mariage. En entendant cela, le père se mit à trembler encore plus. Et inquiet demanda au duc à qui il voulait demander sa main, ce à quoi le duc, en regardant le personnage principal, a répondu que c'était évident et que personne d'autre que Lady Iselle Blisha n'était en mesure de le faire. En entendant cela, le père de famille a été complètement choqué et la remplaçante a même laissé tomber sa tasse de thé qui a commencé à tomber lentement sur le sol. Il était complètement perdu et regardait le duc qui buvait tranquillement du thé. Iselle aussi a été un peu surprise par ce qu'elle a entendu, et en rougissant, elle a demandé au duc ce qu'il voulait dire, mais l'homme lui répond en souriant qu'elle a déjà accepté de l'épouser. 1 mois auparavant, dans les rues de Delion, un groupe de personnes s'est rassemblé sur le marché. Pendant que tous les gens s'amusaient et profitaient de cette belle journée, le personnage principal parcourait la ville à toute allure en tenant des outils dans ses mains et un autre objet enveloppé dans une serviette. En courant, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas du tout le temps et qu'elle devait se dépêcher, car elle n'avait que 2 heures pour rentrer. Même si elle laissait un mot sur son lit, ses gardes du corps, Alec et Harris, deviendraient fous. Ils sont déjà fatigués de rappeler plusieurs fois au personnage principal qu'il ne doit pas quitter le manoir sans rien leur dire. En outre, si son père l'apprend, il peut se mettre très en colère. Elle souhaite donc rencontrer son maître le plus rapidement possible afin de lui montrer son nouveau travail. Iselle a aussi imaginé qu'en tant que maître, vous la féliciteriez et diriez que ses capacités se sont beaucoup améliorées. Soudain, un homme de forte carrure surgit du coin de la rue, tenant une bouteille d'alcool à la main. Il n'est vraisemblablement pas dans un état de sobriété. Iselle l'a heurté accidentellement et il a fait tomber sa bouteille, qui s'est brisée. Lorsqu'il a vu cela, il était furieux et a commencé à crier après la fille. Iselle a commencé à s'excuser. Elle a aussi réalisé qu'elle ne devait pas attirer l'attention sur elle lorsqu'elle se faufilait hors du manoir. Elle a déclaré qu'elle le dédommageait pour la bouteille, mais l'homme a continué à crier en disant qu'il ne s'agissait pas d'argent et qu'il lui conseillait d'apprendre à s'excuser correctement. En faisant une grimace, la jeune fille a demandé à l'homme comment il souhaitait qu'elle se change. L'homme a été un peu surpris par la beauté d'Iselle, mais il lui a quand même pardonné de l'avoir percutée. Il voulait aussi vraiment voir son beau visage. En s'approchant lentement de l'homme, le personnage principal a senti qu'il sentait l'alcool, ce qui est très dégoûtant. Soudain, un autre homme barbu saisit Iselle par derrière, ce qui effraie un peu le personnage principal. Elle ne savait même pas que cet homme était accompagné de ses amis.
Elle espérait donc qu'il y avait des gardes à côté d'elle qui pourraient la sauver, mais en regardant dans la foule, elle n'a pas vu un seul garde, et c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle était condamnée. Et si quelque chose lui arrive, elle n'aura pas d'autre choix que d'utiliser sa bague. À ce moment-là, la main d'un homme s'est immédiatement portée sur la capuche du personnage principal pour l'enlever et enfin regarder son visage. Le méchant a quand même réussi à enlever la cagoule, et ils ont vu le beau visage d'Iselle, qu'il est difficile de ne pas regarder. À ce moment-là, le personnage principal a réalisé que c'était le moment idéal pour s'échapper. Mais l'homme à la moustache a réussi à l'attraper rapidement par la main, en essayant de se libérer. Elle s'est accidentellement appuyée sur ses instruments qui se sont immédiatement cassés, ce qui l'a beaucoup contrariée. Pleurant et tenant ses couteaux à modeler dans ses mains, elle ne savait même pas quoi faire. En outre, ces voyous ne voulaient pas laisser le personnage principal tranquille et essayaient par tous les moyens de l'attraper. Soudain, un homme avec une balle et une cape rouge sortit son épée et la pointa sur la canaille, ce qui surprit un peu l'homme. Il s'est avéré que cet homme était Lahan El-Kanox, qui ne pouvait rester immobile à regarder des crapules se moquer d'une jeune fille fragile. Iselle se retourne et demande à Lahan de ne pas tuer l'homme. Elle a expliqué cela en disant qu'ils devaient la rembourser pour avoir cassé ses couteaux de mannequin et qu'ils ne pouvaient pas le faire s'ils étaient tués. Émerveillé par la beauté de la jeune fille, le duc remit son épée en souriant, aussi pour que ces canailles n'interfèrent plus avec la jeune fille. Il en saisit un par la main et ordonna tout de suite de payer les couteaux pour la troupe, puis les hommes s'enfuient, jettent un sac de pièces sur le sol et disent que c'est tout. Ce qu'ils ont, et qu'ils peuvent tout prendre. En prenant l'argent, Iselle se rend compte que ce n'est pas grand-chose, mais que c'est suffisant pour acheter de nouveaux couteaux pour la troupe. Regardant également le grand-duc, elle sourit et le remercie pour son aide. Et pour le remercier, elle lui a offert l'argent qu'elle venait de recevoir de ses crapules. Lahan répondit calmement qu'elle n'avait pas besoin de faire cela car il n'attendait rien en retour, mais il avait une question. En effet, il n'a pas compris comment le personnage principal s'est rendu compte qu'il allait traiter avec ces hommes. Iselle, inquiète, a dit qu'elle l'avait supposé, ce qui a un peu surpris l'homme. Il décida alors de demander le nom de la jeune fille, et c'est à ce moment-là que le personnage principal répondit qu'elle s'appelait Iselle et qu'elle s'intéressa au nom de son mystérieux sauveur. Cependant, le duc ne répond pas à ses questions. Il la prend doucement par le capuchon et lui dit qu'il a le sentiment qu'ils se reverront bientôt. Il a donc décidé qu'il ne lui dirait son nom que lorsqu'ils se reverraient. Au bout d'un certain temps, Iselle finit par retrouver son maître. Mais ne voyant personne dans la pièce, elle pensa qu'elle était partie. Soudain, la maîtresse est entrée dans la pièce en tenant une sorte de bûche dans ses mains. Master a également été surprise. Surprise le personnage principal puisqu'elle ne s'était pas vue depuis quelques mois, la jeune fille pensait donc qu'Iselle avait déjà décidé de commencer à sculpter. Mais elle était déjà convaincue que quelque chose n'allait pas. Souriante, la protagoniste ne comprend pas pourquoi son maître pense ainsi, puisqu'elle étudie ce sujet depuis 3 ans, et qu'elle ne va pas abandonner, car elle a encore beaucoup à apprendre, même lorsque le maître ne voulait enseigner à personne et que le personnage principal était obligé de supplier la fille de la prendre comme élève. Lorsqu'elle a vu un objet dans les mains du personnage principal, le maître a immédiatement compris qu'il s'agissait d'une sculpture qu'elle était en train de réaliser. Elle s'est intéressée à la voir. Iselle s'est enfin calmée car elle pensait casser cette sculpture en chemin suite à tous ces incidents. Elle a également déclaré qu'elle avait fait tomber ses couteaux à sculpter, mais qu'elle avait heureusement pu être indemnisée. Et tout cela grâce à l'homme mystérieux qui l'a miraculeusement sauvée et qui lui a dit qu'il se reverrait. Le présenter, Iselle le regrette, puis elle lui demande son nom. Elle s'est soudain rendue compte qu'elle était restée trop longtemps en ville et que les gardes de son manoir avaient déjà commencé à la chercher. Elle a donc dit à son professeur qu'elle était pressée de rentrer chez elle. Iselle a également expliqué à son professeur qu'elle avait déjà perdu trop de temps en chemin. Le professeur a dit que tout allait bien et n'a pas retardé la jeune fille, mais elle lui a demandé de venir un peu plus tôt la prochaine fois. De plus, étant donné qu'elle a maintenant un couteau à modeler, le personnage principal a demandé à son professeur de lui en fournir de nouveaux, qui a accepté de l'aider et lui a dit qu'elle essaierait de trouver le meilleur. Iselle, souriante, a remercié son professeur pour son aide et a promis de venir la prochaine fois. En quittant la pièce, le personnage principal a entendu son maître crier après le personnage principal « Ils disent qu'elle n'aime pas qu'on l'appelle maître ». En regardant la sculpture que le personnage principal a réalisée,
L'enseignant s'est demandé si Isel savait qu'elle était une sculptrice née. Les détails les plus importants en sculpture sont la spatialité et l'éclairage. Isel sait que sa sculpture doit capter la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. De plus, elle a réussi à surpasser son professeur il y a longtemps, si longtemps que le professeur ne s'en souvient même pas. Le maître a donc décidé que ce n'était pas à elle d'enseigner au personnage principal, puisqu'elle sait déjà tout elle-même. À ce moment-là, l'enseignante se souvient que lors de leur premier cours, elle avait dit au personnage principal que la sculpture exigeait une force énorme et que même un homme adulte était difficile à manipuler, alors elle ne comprend pas comment Isel va s'en sortir avec ses petites mains minces. Après avoir entendu cela, le personnage principal s'est senti humilié et prenant son pouvoir en main, elle a commencé à sculpter et après quelques minutes, elle a obtenu une grande statue. Le maître était en état de choc et ne comprenait pas comment une petite fille si fragile pouvait avoir une telle force. Elle a donc supposé qu'Isel utilisait une sorte de potion de force pour augmenter sa musculature. À ce moment-là, le personnage principal, concentré, a décidé de montrer à son professeur quel était son secret, et tout s'est joué dans sa bague. Le maître a immédiatement compris qu'il s'agissait de l'Alidom de Carmuis. Quel est le dieu de la guerre et de la force? Il est vénéré comme le principal dieu de l'Empire Écar, aux côtés d'Enix, la déesse de l'espoir et de la guérison. Cependant, Isel a immédiatement expliqué qu'elle pourrait l'utiliser assez souvent car il ne dure pas toute la journée. Surprise, l'enseignante dit qu'elle a entendu dire que de tels alidoms sont créés une fois dans la vie par des personnes connues pour leur pouvoir divin exceptionnel, comme le pape et les grands prêtres, et qu'elle ne comprend donc pas comment Isel a pu obtenir un tel objet. Protagoniste rougissante. Elle a dit qu'elle l'avait confié en cadeau, ce qui a encore plus surpris son professeur, et elle a commencé à s'intéresser à ceux qui offrent de tels cadeaux. Isel avait de nombreux secrets, dont beaucoup étaient cachés dans un passé douloureux. Bien que l'enseignante, et chaque fois qu'elle prenait quelqu'un comme élève, son cœur était en quelque sorte attiré par les secrets et les cicatrices d'Isel, il a donc décidé de lui apprendre à sculpter. Soudain, un homme entre dans la salle. Du fait qu'il a trop ouvert la porte, la cloche en est tombée, qu'Isel donne à son professeur. En se retournant, la femme est stupéfaite de voir le grand-duc qui, en souriant, lui dit qu'il y a longtemps qu'ils ne se sont pas vus. En examinant cette pièce, le duc pensa que l'institutrice semblait avoir vu un fantôme. Ce à quoi elle lui cria et répondit qu'il valait mieux rencontrer un fantôme qu'avec lui. La rumeur s'est déjà répandue dans tout l'Empire que le grand-duc est revenu dans la capitale. Après 3 ans, la grande victoire de la guerre de Terve a été remportée. Le professeur ne comprend pas non plus quand Lahan a réussi à rentrer dans la capitale, ce à quoi le duc répond qu'il est rentré il y a seulement 1 semaine. À ce moment-là, avec l'indignation sur son visage, le maître a enfin compris pourquoi la dernière semaine dans la capitale sentait tant le sang couler. En souriant, Lahan demande au professeur de Sérestian si se déguiser est son hobby. Lorsque Sérestian entendit cela, il fut furieux et répondit que c'était un bien meilleur passe-temps que le sien. En fait, Lahan et Sérestian étaient de vieux amis et ils ont passé 6 ans ensemble à l'Académie Veritas. Sérestian est en fait un homme et son vrai nom est Sérestian Taria. Il est le fils unique du marquis Taria. Lahan demande à son vieil ami si son père lui en veut toujours, ce à quoi Sérestian répond que son père refuse toujours de le voir et qu'il est en outre mécontent que son fils unique se consacre à la sculpture au lieu de succéder à la lignée familiale. Il a également demandé à son ami de ne pas oublier qu'il était un bienfaiteur qui l'avait recueilli, ce qui a beaucoup surpris le gars, et il a demandé ce qui faisait de Lahan un bienfaiteur, ce à quoi le duc a répondu calmement que s'il n'aimait pas quelque chose, il pouvait quitter sa propriété. Il a également rappelé à son ami qu'il ne s'agit pas de son studio et que la majeure partie de la propriété située sur la 3e avenue à Delion lui appartient. Le duc était très intéressé par la raison pour laquelle son vieil ami était né en tant que femme, même si c'était pour se déguiser, et il a donc demandé si c'était dû à des préférences personnelles ou à un simple passe-temps. Sérestian, pointant du doigt son ami, lui ordonne de se taire, car il sait parfaitement qu'en fait, il est entré en guerre non pas par loyauté envers l'Empire, mais pour obtenir le droit de tuer librement qui il veut. Quiconque a vu le grand-duc brandir une épée sur le champ de bataille a immédiatement réalisé à quel point il était fou. Soudain, Lahan remarque la sculpture du personnage principal, ce qui le surprend beaucoup. On lui demande s'il s'agit de la sculpture d'Isel.
Sérestian est un peu surpris par la curiosité de son ami, car il n'a jamais montré son intérêt pour quelqu'un auparavant, et il ne comprend donc pas pourquoi Laan pose des questions sur le personnage principal. Pendant ce temps, le grand-duc regarde cette sculpture et en apprécie la beauté. Et Sérestian ne comprend toujours pas ce qui est arrivé à son ami. D'ailleurs, son visage est très étrange. Laan a demandé si Sérestian voulait le mettre aux enchères, ce à quoi le gars a répondu qu'il le ferait le mois prochain. Toute cette histoire a commencé ici. Lorsque Sérestian a reconnu le talent d'Isel, j'ai commencé à mettre toutes ses œuvres aux enchères. En conséquence, il a attiré l'attention et la popularité des nobles qui ont acheté ses œuvres pour beaucoup d'argent, et des rumeurs de bénédiction de la déesse sont apparues de la part de ceux qui avaient revendiqué les sculptures. Bien que son talent soit exceptionnel, le gars n'aurait jamais imaginé qu'elle serait connue sous le nom de Goddess's Blessing, bénédiction de la déesse, même si tout le monde l'appelle ainsi alors qu'elle est une débutante qui sculpte depuis moins de 3 ans. Lorsque Sérestian a réussi à vendre sa première œuvre, il est heureux d'avoir décidé de le lui dire. Mais elle n'est pas du tout intéressée par le prix de son œuvre. Elle a expliqué cela en disant que puisqu'elle reçoit des leçons gratuites, Sérestian peut prendre tout l'argent pour elle. En regardant la fille, le gars a compris qu'elle était surtout intéressée par la sculpture et rien d'autre. Cela vaut donc la peine de commencer à s'intéresser à son avenir, car même lui a été mis à la porte sans un seul chant, et la vérité est que sans le duc, le Sérestian serait dans les rues. Par conséquent, tout l'argent que l'enseignant reçoit de son travail, il l'économise à la banque et va tout lui donner. Elle devrait donc être heureuse d'avoir un enseignant comme lui. Laan a soudainement demandé à Sérestian combien cette sculpture coûterait, mais l'enseignant a répondu que cette sculpture n'était pas encore à vendre, mais qu'il la mettrait bientôt aux enchères. À ce moment, le duc jette un sac d'argent vers son ami. On dit que c'est le paiement pour le reste du manoir. Cependant, Sérestian, serrant la sculpture dans ses bras, dit une fois de plus qu'elle n'est pas encore à vendre. Il a également ajouté que Laan n'était pas du tout intéressé par l'art et qu'il ne comprenait donc pas pourquoi il avait besoin de tout cela. Laan a répondu calmement qu'il voulait maintenant acheter toutes les sculptures du personnage principal afin qu'il ne les mette pas aux enchères. À ce moment-là, M. Sérestian a déclaré que s'il tenait tant à acheter toutes ses œuvres d'art, il devait participer à la vente aux enchères et les acheter à un prix équitable, et que s'il ne voulait pas le faire, il pouvait négocier avec le créateur des sculptures. Après avoir entendu cela, Laan s'est rendu compte que ce n'était pas une mauvaise idée et a décidé d'aller négocier directement avec Isel. Le Sérestian commence alors à s'inquiéter en réalisant qu'il a fait une énorme erreur et qu'il aura probablement quelques problèmes mineurs. Entre-temps, le personnage principal est finalement retourné dans son manoir, où elle a entendu des bruits provenant du manoir, et elle n'a pas compris de quoi il s'agissait. Soudain, elle entend les gardes essayer de la retrouver, et l'un d'eux demande à l'autre de vérifier la porte arrière. En entrant dans l'enceinte du manoir, Isel se rend compte que les gardes sont de nouveau à sa recherche, mais elle ne comprend pas pourquoi ils ont laissé la porte d'entrée. Soudain, une servante qui s'appelle Belle a vu une fille qui l'a rendue très heureuse, et elle a immédiatement couru vers le personnage principal. La femme de chambre ne comprenait pas pourquoi elle était partie toute la journée, car elle s'inquiétait beaucoup pour elle. Isel, un peu perplexe, demande à la femme de chambre où sont passés tous les chevaliers qui sont censés garder le manoir, et si un cambriolage a eu lieu. Pendant ce temps, tous les chevaliers étaient à l'intérieur du manoir et essayaient de trouver le personnage principal. Lorsqu'ils ont enfin entendu sa voix, ils ont immédiatement couru dans sa direction. Ils étaient très inquiets et ne comprenaient pas où elle avait disparu, ni si elle avait été enlevée puis relâchée. Isel commence par rassurer tout le monde en disant qu'elle a laissé un mot sur son lit où elle a écrit qu'elle serait bientôt de retour, ce à quoi l'un des chevaliers répond qu'il pense que ce mot a été falsifié par un kidnappeur. À ce moment-là, la jeune fille entendit le bruit d'un cheval et comprit immédiatement que son père et son frère étaient arrivés. En quittant la voiture, Léo a immédiatement serré sa sœur dans ses bras, heureux qu'elle soit saine et sauve. Le personnage principal a répondu qu'elle était de bonne taille et qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter autant pour elle. Mais son père s'est approché d'elle et a dit qu'il devrait quand même appeler un médecin pour s'en assurer. Il a ensuite demandé au chevalier Alex s'il pouvait attraper le kidnappeur. À ce moment-là, le personnage principal, en criant, a expliqué à son père qu'elle n'avait pas été kidnappée et qu'elle était simplement allée se promener. En outre, elle a même laissé un mot sur son lit afin que personne ne s'inquiète pour lui et ne sache où elle est allée.
Entendant cela, le père ordonne à la servante d'aider sa fille à monter dans sa chambre, car elle doit être bouleversée. Le père n'a pas laissé sa fille seule une minute, et lorsqu'elle est entrée dans sa chambre, il lui a demandé à nouveau si elle était sûre de ne pas être blessée, et si tout allait bien pour elle. En se retournant, Iselle montre ses couteaux à sculpter et dit à nouveau qu'elle s'est promenée pour acheter ses outils et que c'est tout. En parlant avec Bella, Iselle s'est plainte qu'il ne se souciait pas trop de son père, mais la femme de chambre lui a expliqué qu'il n'y avait rien de mal à cela et qu'elle devrait être heureuse d'avoir un tel père. Mais le personnage principal ne comprend pas pourquoi il ne la croit toujours pas. Même lorsqu'elle a laissé un mot, il ne la croit pas et pense qu'elle est encore une enfant, alors qu'elle a grandi et qu'une telle surprotection doit être très fatigante pour elle. En parlant avec son père, Léo a également dit qu'il se souciait trop d'Iselle, mais le père a demandé à son fils de se souvenir de cet incident. Léo, réfléchissant, a dit qu'il ne l'oublierait jamais, même dans ses rêves. S'il pouvait seulement emprunter à Dieu le pouvoir de ramener cette époque, il s'occuperait immédiatement de ce démon qui a fait une chose si terrible à sa petite sœur. S'il avait pu la sauver à l'époque, elle n'aurait pas passé la majeure partie de sa vie enfermée dans un manoir à être surprotégée comme maintenant. Elle pourra désormais profiter de différents banquets et se faire de nouveaux amis de son âge, comme les autres femmes de la noblesse de cette société, et ne sera plus une fille solitaire qui fait de la sculpture tous les jours. Léo se sent terriblement mal lorsqu'il se souvient de cet incident, mais il comprend qu'ils font tout cela pour sa sécurité. Le père a dit qu'il ressentait la même chose et qu'il était dommage que sa fille bien-aimée vive ainsi, mais que le démon qui lui a fait une telle chose est toujours en liberté à l'extérieur des murs du manoir. Entre-temps, elle se repose tranquillement dans sa chambre. Elle a alors décidé de demander à un chevalier du nom de Harris s'il pensait lui aussi qu'elle avait été enlevée, ce à quoi le chevalier a répondu qu'il ne savait pas lui-même, mais qu'il pouvait supposer qu'elle avait vraiment été enlevée. Mais Iselle se rend tout de même compte que le chevalier est en train de mentir. Contrairement à Alec, qui est naïf, Harris est d'origine aristocratique, très vif d'esprit et éloquent. Ensuite, la jeune fille a dit qu'elle voulait faire une visite à l'atelier pour acheter des matériaux. Il a été enregistré qu'elle ne l'aimait pas du tout, car il n'était pas très sûr et il a suggéré qu'elle ferait mieux de demander au serviteur de le faire. Cependant, Iselle a expliqué qu'elle savait mieux que quiconque ce qu'il fallait choisir. Elle a également demandé où se trouvait Alec, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Un chevalier au visage triste explique que son ami voit probablement le comte, puisqu'il n'a pas pu faire son devoir et protéger le personnage principal. En entendant cela, le personnage principal est choqué et veut déjà aller voir son père pour lui demander de laisser partir le chevalier, puisqu'il n'est pas coupable de quoi que ce soit. Soudain, Harris remarque une petite blessure sur la main de la jeune fille. À ce moment-là, Iselle a immédiatement réalisé que l'homme à la moustache l'avait probablement blessée accidentellement en lui attrapant le bras. Elle commença immédiatement à supplier le chevalier de ne pas raconter cela à son père, mais Harris n'écouta pas ce que disait la jeune fille et suggéra que le propriétaire de l'atelier pouvait le faire. Iselle, un peu surprise par ce qu'elle a entendu, a demandé au chevalier comment il savait qu'elle étudiait dans cet atelier. Harris, en partant, répond qu'il va bientôt appeler les serviteurs qui l'aideront à soigner sa main plus rapidement. Il ajoute aussi qu'il la surveille et qu'il sait où elle va. Toutefois, il a ajouté qu'il ne signalerait pas cela au comte, car cela ne semblait pas lui faire de mal. Iselle commence à expliquer que ce n'est pas son professeur qui lui a infligé cette blessure, mais l'agitation qui règne sur le chemin de l'atelier. Mais elle ajoute aussitôt qu'elle a pu régler cet incident elle-même et qu'il ne doit donc pas s'inquiéter. Mais bien sûr, elle comprenait que sans Lahan, elle ne pourrait pas se débarrasser de ces hommes. Je me souviens qu'il lui a dit qu'il se reverrait bientôt. Elle n'a toujours pas compris ce qu'il voulait dire, et pourquoi son cœur palpite chaque fois qu'elle pense à lui, sans même savoir s'ils se reverront ou non. Souriante, elle assure le chevalier qu'il ne doit pas s'inquiéter car elle va bien. Harris s'est rapidement retourné et est parti, ce qui l'a fait rougir de cet air innocent et l'a empêché de regarder le personnage principal dans les yeux. Au même moment, dans le palais impérial, l'empereur Tervan de Hekar est très surpris que Lahan demande une audience. L'empereur a également déclaré qu'il avait entendu dire que la guerre de Terve avait été un grand succès et que le grand-duc avait joué un rôle important dans cette guerre, de sorte que l'empereur veillerait à ce qu'il soit bien récompensé pour cela. Lahan répond qu'il n'a pas fait la guerre pour être récompensé, que l'empereur ne l'aime pas du tout, qu'il ne comprend pas comment il peut lui parler avec une telle attitude.
L'empereur ne comprenait pas non plus que son unique neveu ait pu grandir et devenir aussi rusé. Lorsqu'il était petit, il était très gentil et rieur, mais maintenant qu'il a grandi, il est devenu grand et différent. Souriante, l'empereur propose à son neveu une tasse de thé, mais Laan répond qu'il n'est pas venu pour cela. En entendant cela, Tervan a été choqué et n'a pas compris ce que cet imbécile sans cœur pouvait bien vouloir d'autre, puisqu'il n'est intéressé par rien d'autre que la guerre. Le grand-duc demande alors à l'empereur un banquet de victoire. Pendant ce temps, Iselle était tranquillement occupée à sculpter, quand soudain Bella lui donna une sorte de lettre qui avait un caractère un peu particulier et dont elle ne comprenait pas le sens. La servante a expliqué que vous étiez une invitation au banquet du palais impérial qui lui a été envoyé. En entendant cela, la protagoniste a été complètement choquée, car toutes les invitations étaient habituellement adressées à son frère. De plus, elle a été très surprise que ce banquet se tienne dans le palais impérial. Alec et Harris en sont également surpris et réalisent que Sa Majesté l'a personnellement invité à ce banquet. Iselle n'a jamais assisté à un banquet de sa vie. Avant cela, quelques nobles lui ont envoyé une invitation pour savoir pourquoi Iselle la voilée ne vient jamais au banquet, mais son père s'est immédiatement débarrassé de cette relation et l'a mise en pièces. Les chevaliers ne comprenaient donc pas pourquoi cette invitation n'était pas non plus mise en pièces comme toutes les autres. En lisant l'invitation, le personnage principal se rend compte que le banquet aura lieu la semaine prochaine au palais impérial. En fait, Iselle pense qu'elle ne veut pas y aller, et ce n'est pas parce que son père sera contrarié, mais parce qu'elle n'aime pas le bruit et les événements de masse. Cependant, elle ne sait même pas quoi faire de cette invitation de l'empereur lui-même. À ce moment-là, les chevaliers ont immédiatement réalisé que si ce banquet a lieu la semaine prochaine, il s'agit très probablement d'un banquet de célébration de la victoire. En entendant cela, le personnage principal a demandé quelque chose à Victoire. Harris répond que ce banquet célèbre la victoire du grand-duc Canox dans la guerre de Terve. En entendant cela, la jeune fille a été un peu surprise et la servante a ajouté que le grand-duc est un héros de la guerre et qu'il est un héros pour lui. L'Empire a gagné cette guerre qui s'est déroulée pendant plus d'une décennie. Iselle ayant passé la plus grande partie de sa vie à l'intérieur du manoir, elle ne connaissait même pas ce duc, mais elle était sûre qu'il devait être populaire. Bella a déclaré qu'il n'est pas seulement célèbre, car grâce à lui, le territoire que l'Empire a reçu est plusieurs fois plus grand que la taille de la capitale, et tous les gens l'appellent le dieu de la guerre. Alec a également ajouté qu'il était un démon fou, assoiffé de sang et un psychopathe. À ce moment-là, Harris murmure qu'Alec a été envoyé dans la même unité que le grand-duc et qu'il a passé beaucoup de temps avec lui. S'est soudain approché de la jeune fille et lui a demandé si elle avait l'intention de se rendre à ce banquet, ce à quoi la jeune fille répondit nerveusement qu'elle ne voulait pas faire cela, mais qu'étant donné que vous aviez été invité correctement par l'empereur lui-même, elle se rendrait probablement à cette réunion. À ce moment-là, en criant très fort, au point que tout le monde en avait mal aux oreilles, il déclara qu'il était très dangereux pour elle d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Cet endroit est rempli de gens sans cœur. Je ne peux pas imaginer ce qui se passerait si quelqu'un d'aussi naïf et innocent qu'Iselle s'y rendait. Tenant la jeune fille par les épaules, il commence à la supplier de refuser toutes les invitations qu'elle reçoit et de s'abstenir de parler avec d'autres femmes à ce moment-là. Le personnage principal demande à Harris de s'occuper de son amie. En pleurant, Alec a ajouté que le chevalier ne serait pas autorisé à l'accompagner. Il faut donc être très prudent. Harris dit à Alec que leur commandant les a appelés parce qu'il veut leur dire quelque chose et qu'il doit donc partir en premier et qu'il le suivra maintenant. Après cela, Harris explique à la jeune fille que son ami a peut-être un peu exagéré, mais que tout ce qu'il a dit n'est pas complètement faux. S'approchant donc du visage d'Iselle, il lui a conseillé de ne parler au grand-duc sous aucun prétexte et de ne même pas le regarder dans les yeux. Après quoi, s'excusant et s'inclinant devant la jeune fille, il est parti. En discutant avec sa servante, le personnage principal ne comprend pas pourquoi les chevaliers font tant d'histoires à cause de l'invitation habituelle. Après tout, son frère et son père seront également sur le paquet avec elle, c'est pourquoi ils n'ont pas à s'inquiéter pour elle. Soudain, elle se souvient de cette voix terrifiante dans ses vieux souvenirs et de l'homme qui l'a appelée avec cette voix terrifiante. C'est cet homme qui a rendu tout le monde inquiet à son sujet, et elle devrait se le sortir de la tête. Soudain, Bella s'approche de la jeune fille et lui demande si tout va bien, qu'elle est très pâle, ce à quoi le personnage principal répond que tout va bien. Peut-être à cause d'un accident qui lui est arrivé lorsqu'elle était jeune, ou à cause de sa famille et de son environnement qui l'ont surprotégée après cet incident,
Iselle croit que tout ira bien tant qu'elle supportera tout par elle-même. Pendant ce temps, dans le grand temple d'Enix, la sainte papesse est très occupée et une personne s'approche lentement d'elle. Cette fille s'appelle Liante Anix et elle est la 81e papesse d'Enixisme. Un homme se penchant devant une jeune fille lui dit qu'il veut lui parler. Déesse Enix, programme de la célébration de l'anniversaire. Cependant, la jeune fille l'a immédiatement interrompue en disant qu'elle voulait parler de l'audience. Cela choqua un peu le grand prêtre Rousse et il lui demanda si elle parlait des rumeurs concernant la sculpture avec la bénédiction de la déesse Enix elle-même. La jeune fille est immédiatement d'accord et demande à l'homme d'en dire plus. Rousse commence à raconter que de nombreuses rumeurs circulent parmi les nobles au sujet de l'œuvre d'un sculpteur inconnu qui détient le pouvoir sacré. Cela fait 3 mois qu'elle a été mise aux enchères pour la première fois et les rumeurs ont commencé à circuler à partir de ce moment-là. En outre, selon les rumeurs, les œuvres du sculpteur peuvent guérir les malades et toutes les personnes qui ont récemment visité le temple en parlent. On raconte qu'une vicomtesse atteinte d'une maladie chronique ne pouvait même pas se déplacer seule, mais qu'elle a retrouvé la santé au bout de 2 jours seulement après avoir envoyé la sculpture. Liante fut surprise par ces histoires, mais elle n'y croyait pas et pensait qu'il s'agissait d'absurdités. Elle demanda également au grand prêtre s'il pensait que toutes ces rumeurs étaient vraies. Les reliques bénies par la déesse Enix elle-même sont très rares. Même les reliques sacrées placées sous haute sécurité n'ont pas les pouvoirs sacrés suffisants pour guérir la maladie. Rousse a donc répondu que, bien que cela ressemble à un miracle, il a tendance à y croire. Mais il pense aussi à envoyer un couple avec le courant afin de confirmer la véracité de ces rumeurs. À ce moment-là, Liante se mit à rire, disant qu'elle trouvait cette situation très drôle, car il est impossible qu'une sculpture ordinaire puisse contenir un pouvoir divin aussi puissant. En riant, elle a demandé aux prêtres s'ils appelaient la culture l'incarnation de la déesse Enix elle-même. Rousse n'aimait pas du tout les paroles de la jeune fille. Il ne comprenait pas comment elle pouvait s'appeler papesse. Non seulement la papesse Liante Anise enfreignait facilement les règles du temple, mais elle crachait également des remarques non conventionnelles sur la déesse qui n'étaient pas clémentes, voire des déclarations qui n'étaient pas appropriées pour la papesse. La seule raison pour laquelle elle peut détenir un tel pouvoir en tant que papesse est le vaste pouvoir divin qu'elle possédait. Rousse ne comprend donc pas pourquoi la déesse a donné un pouvoir aussi sacré à cette fille arrogante, tandis que Liante se lève et dit qu'il ferait bien de trouver l'origine de toutes ces rumeurs avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Regardant Rousse, elle lui ordonna de choisir 2 prêtres sous son commandement et de les envoyer à l'école. Cependant, la jeune fille ne se rend pas du tout compte du chaos que cet incident dont elle s'est moquée pourrait provoquer dans l'Empire. Pendant ce temps, Léo est entré dans le bureau de son père qui l'a appelé. Le père, d'une voix calme, déclara qu'il avait confié une lettre de la maison du duc Russion, ce qui déplut fortement à son fils, qui pensa immédiatement qu'on avait encore envoyé une proposition à Iselle. Il ne comprenait pas comment il pouvait se permettre cela, mais son père a fait de son mieux pour le calmer. Mais Léo a dit qu'il ne pouvait pas faire cela parce qu'il parlait de César Russion. César Russion est le fils unique du duc Russion. Il a grandi dans une famille noble et riche et a donc dilapidé l'argent de manière inconsidérée. En outre, c'est une ordure qui n'a absolument pas tenu compte de la vie des autres. Cependant, personne n'a essayé de l'arrêter, puisqu'il a admis avoir menti à la gousse du duc Russion. Il était une bombe à retardement pour un empire qui était prêt à exploser à tout moment. En outre, il est coupable d'un incident à la suite duquel le personnage principal a été enfermé dans le manoir, à savoir qu'il a abusé de la jeune Iselle il y a 8 ans. À ce moment-là, Léo a sorti son épée et a déclaré qu'il allait maintenant s'occuper de ce bandit pour ce qu'il avait fait à sa sœur. Cependant, le souriant savait que Léo n'avait aucune preuve qu'il avait abusé d'Iselle. Léo ne l'écoutait pas du tout et voulait s'occuper de lui le plus rapidement possible. Lentement et douloureusement, en s'assurant qu'il lui arracherait lentement tous les membres un par un. César, le sourire aux lèvres, lui a demandé pourquoi il n'avait pas demandé à sa sœur de témoigner. Ce à quoi Léo a répondu furieusement que nous sommes maintenant dans un état de choc et de peur extrême. Ils ont même quelque chose. En plus, elle ne peut même pas parler aux gens normalement et même sortir de sa chambre. Soudain, son père s'est approché du méchant qui, en souriant, a dit qu'il était bien sûr très triste que cela se soit produit, mais qu'il n'avait aucune preuve que son fils avait fait quelque chose, et qu'en outre,
comment pourrait-il rembourser s'il voulait mettre son fils à l'écart? Au bout d'un certain temps, Léon, qui se trouvait dans le palais impérial, demanda à l'empereur de l'aider à s'occuper de César, qui avait fait cela à sa petite sœur. Cependant, l'empereur répond calmement que dans une telle situation, ils n'ont pas assez de preuves et de témoins, et que Léo doit comprendre que même l'empereur n'a pas assez de contrôle pour traîner le prince Rossion devant les tribunaux. Posant sa main sur l'épaule de l'homme, l'empereur s'est excusé et a dit que même dans cette situation, il ne pouvait rien faire. Ce jour-là, Léon verse des larmes de sang et, pour la première fois, il regrette d'avoir prêté serment d'allégeance à la famille impériale. Face à l'impuissance de son père et de son frère, une fille unique s'est enfermée dans sa chambre à l'abri des regards. Elle a également perdu ses mots et ses rires, des jours et des nuits, oubliant même de dormir et de manger, perdant peu à peu sa volonté de vivre. Puis son frère a décidé d'aider sa sœur à retrouver une vie normale et lui a apporté des outils de sculpture. En tenant un morceau de bois dans ses mains, il se rendit compte que sa sœur essayait de sculpter quelque chose. Cependant, il ne comprenait pas ce qu'elle voulait faire. C'est peut-être un chien ou un chat, mais ce qui est important, c'est que je n'ai pas répondu au chat. Ce qui a beaucoup surpris Léo, qui n'avait pas entendu la voix depuis longtemps. Iselle a ajouté que la mère chatte qui vit dans leur jardin a donné naissance à 3 petits chatons, et elle a donc essayé de faire en sorte que l'un d'entre eux, le chat Tabby jaune, puisse se reproduire. Léo était très heureux pour sa sœur et voulait qu'elle lui donne ce chaton lorsqu'elle l'aurait terminé, ce que le personnage principal a accepté, mais elle ne comprend pas pourquoi son frère a besoin de ce chaton. Mais Léo voulait vraiment voir sa sœur dans un état normal et voir qu'elle était enfin heureuse, alors il l'a immédiatement prise dans ses bras. Bien qu'elle ait souffert d'un incident aussi grave à un si jeune âge, Iselle, en âme généreuse qu'elle était, a accédé à la demande de son frère. Même si elle-même ne s'était pas complètement remise de son traumatisme, le personnage principal a commencé à revenir lentement à la vie normale grâce aux soins de tous ceux qui l'entourent. Mais cela leur a pris 3 ans, et tout cela grâce à la sculpture qu'il a remise sur pied. Plus elle sculpte, plus elle retrouve la paix de l'esprit. Par ailleurs, Iselle a grandi avec son travail, mais le jour où elle est devenue adulte, elle a commencé à vivre au-delà de SS Cauchemar. Dans cette lettre, il est écrit que César ne doute pas que le personnage principal veuille aussi l'épouser et qu'il veut donc te demander en mariage en espérant qu'ils auront une bonne relation. En entendant cela, Léo était furieux et ne comprenait pas comment ce bâtard fou pouvait dire une telle chose après tout ce qu'il avait fait. Alors il a dit à son père qu'il irait immédiatement s'occuper de lui. Cependant, le père demande à son fils de se calmer car ils doivent agir calmement et selon le plan, car Léo peut finir par être vaincu comme la dernière fois, et ils doivent donc préparer soigneusement leur revanche, mais ne dites rien à Iselle. Un certain temps s'est écoulé depuis que les deux ont commencé à préparer leur vengeance à cette époque. Ils ont reçu de nombreuses lettres différentes de celles qu'ils avaient reçues auparavant, l'une d'entre elles étant une lettre du duc lui-même. Léo, en prenant cette lettre, a été complètement choqué et a demandé à son père s'il s'agissait bien des titres de créance mentionnés dans la lettre. Il y a 5 ans, une grave sécheresse a sévi dans la région sud de l'Empire, dont une partie appartenait au domaine de Blichat. L'agriculture s'est dégradée, ce qui a contraint le comte à émettre un titre de créance pour soulager les pauvres vivant dans la région, parce que le duc de Rossion détient tous les titres de créance et qu'au lieu de passer la main, il demande un mariage de convenance avec Iselle. Léo est furieux et se rend compte qu'il les menace essentiellement s'ils ne permettent pas à Iselle d'épouser César Rossion. Mais le père de famille n'a certainement pas l'intention de se laisser entraîner à de telles provocations pour obéir à ses ordres. Aussi, pour faire face à ses dettes, il est prêt à vendre son manoir, ce territoire, et même son titre de comte, mais il ne leur permettra jamais d'épouser sa fille. Cette fois, il veut s'occuper de sa fille, quoi qu'il arrive. En même temps, le personnage principal est derrière la porte où elle entend tout ce que disent son père et son frère, ce qui la choque beaucoup. Un matin de week-end, le grand-duc de Canox a lancé un appel urgent à tous les chevaliers de la capitale pour qu'ils se rassemblent au palais impérial. Pendant ce temps, le personnage principal se trouve dans la rue où son père a remarqué qu'elle était trop pâle. Iselle lui répond en souriant que même s'il a un léger mal de tête, elle va bien et qu'elle n'a qu'à prendre des médicaments. De plus, Harry sera de son côté et ils n'auront pas à s'inquiéter pour elle. Pendant ce temps, Alec est maintenant furieux et ne comprend pas pourquoi ce duc a convoqué tous les chevaliers le matin,
Il pense qu'il devrait y avoir une loi dans l'Empire contre ce temps. Tous les autres chevaliers sont déjà fatigués de ses cris. Je pense qu'il est terriblement bruyant. Il propose à son ami de changer de place, car il souhaite accompagner la dame du manoir, mais Harris refuse cette offre. En s'asseyant sur son cheval et en partant, Alec, en pleurant, demande à nouveau au personnage principal de ne pas ouvrir la porte à des inconnus, car c'est très dangereux. En prenant congé du chevalier, le personnage principal demande à Harris si Alec est toujours aussi vif et énergique, ce à quoi Harris répond calmement qu'il ne sait même pas s'il y a quelqu'un d'autre qui apprécie sa personnalité autant qu'elle. En regardant le chevalier, le personnage principal a dit qu'elle avait une petite demande à lui faire. Au bout d'un moment, Iselle se promène calmement dans la ville en tenant une sorte de panier. Elle ne pensait même pas que Harris accepterait si facilement de répondre à sa demande. C'est alors qu'elle lui a demandé de la laisser faire une petite visite à l'atelier et lui a promis qu'elle reviendrait dès que possible et que, bien sûr, ce serait un petit secret entre eux. Le chevalier souriant répond qu'il ne l'autorise à le faire que si elle tient sa promesse. Iselle pensait que le chevalier abandonnerait après ce ridicule enlèvement pour la dernière fois, mais la jeune fille avait un plan B au cas où qui consistait à s'enfuir comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, cela vaut la peine de voir ton maître dès que possible et de lui demander de vendre ses sculptures. En général, toutes les grandes sculptures du maître sont vendues aux enchères et rapportent beaucoup d'argent. Et le personnage principal offre généralement de petites sculptures à tous ceux qui les aiment. Mais cette fois-ci, il n'a pas de grandes sculptures et elle espère que le maître pourra vendre ces petites sculptures car elle veut se faire un peu d'argent. S'approchant de la porte de l'atelier, le personnage principal, expirant, décide qu'il faut d'abord expliquer la situation à son professeur. Soudain, elle se retourne en sentant quelque chose d'étrange, mais elle se dit immédiatement qu'elle n'a fait qu'imaginer les choses, alors qu'en fait, Harris l'a suivie pendant tout ce temps. Il s'agit d'éviter que la jeune fille ne se retrouve accidentellement dans une situation désagréable. En regardant le studio, il a compris qu'il valait mieux qu'Iselle se promène de temps en temps, fasse ses propres choses, plutôt que de l'enfermer complètement dans le manoir. Soudain, deux types s'approchent du chevalier qui le reconnaît immédiatement. Ces personnes se sont avérées être Sir Milon et Sir Sigrid. Milon a présenté Harris à son ami et lui a dit qu'il avait partagé des quartiers avec lui lors de la guerre de Terve. Sigrid ne comprend pas ce que ce type fait ici en ce moment, puisque Sa Majesté a lancé un appel urgent à tous les chevaliers, ce à quoi Harris répond calmement qu'il accompagne Lady Iselle. Milon ajoute que Sa Majesté a ordonné à tout le monde de répondre à cet appel urgent et que personne ne doit faire exception. À ce moment-là, elle commence à s'excuser en disant que Harris l'a laissée comme membre de l'escorte minimale. Milon a dit quelque chose d'inacceptable car c'est un ordre strict émis par Sa Majesté le Grand-Duc lui-même. De plus, il enverra un chevalier d'escorte à chaque manoir, donc il n'a pas à s'inquiéter. Harris, inquiet, a répondu qu'il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Milon demande alors au chevalier de ne pas s'inquiéter, car il prendra Iselle en charge et la raccompagnera au manoir, car Harris doit maintenant se rendre rapidement au palais impérial. À ce moment-là, le chevalier commença à assurer à son vieil ami que la dame avait peur des étrangers, surtout des hommes, et que c'était donc lui qui devait la raccompagner au manoir, puis se rendre au palais impérial. Milon, très en colère, ordonne à son ami de s'occuper de Harris, car il s'agit d'un ordre strict du grand-duc, et la désobéissance peut affecter non seulement lui, mais tout le comte Blichat. Par conséquent, Milon entend assumer la responsabilité du personnage principal, afin que Harris ne souffre pas des mains du duc. Harris, en partant, a demandé à Milon de bien s'occuper du personnage principal, ce à quoi ce dernier a répondu qu'il ne devait pas s'inquiéter. Se retournant soudain, le chevalier derrière lui vit le grand-duc de Canox, qui était calmement assis sur un banc, et regardait cela. Milon lui dit à voix basse qu'il avait renvoyé le chevalier, et lui demanda ce qu'il devait faire maintenant. Ce à quoi le duc a ordonné à son chevalier de partir, puisqu'il n'est plus nécessaire ici. Milon ne comprenait pas comment il pouvait se permettre de parler ainsi au grand, et il devait avoir perdu la tête. De plus, le duc a été agité ces derniers jours, et le chevalier est donc très intéressé par ce qui lui est arrivé. En pleurant, Milon s'est excusé auprès de Harris car tout cela n'était qu'un énorme mensonge de la part du grand-duc, et il a été forcé d'obéir aux ordres de ce maniaque. Pendant ce temps, Iselle est déjà entrée dans le studio où elle aperçoit son professeur qui est très surpris de voir le personnage principal puisqu'ils ne se sont vus que récemment. La jeune fille, rougissante,
a répondu qu'elle voulait parler de quelque chose avec son professeur et lui demander une faveur. À ce moment-là, elle pense à son père qui est même prêt à vendre son titre, son manoir et son territoire pour empêcher le méchant César de l'épouser. Elle veut donc aider son père d'une manière ou d'une autre, même si cette aide est minime. Au moment où le personnage principal voulait montrer ses nouvelles figurines à son professeur, Lahan est soudain entrée dans la pièce, qui lui a dit en souriant qu'ils se rencontraient à nouveau. Tremblante, cette Cérestienne ne comprenait pas comment le personnage principal connaissait le duc, et il connaissait même son nom. Pendant ce temps, Lahan était très heureux d'avoir accidentellement rencontré une fille à cet endroit, bien qu'en fait ce n'était qu'un mensonge, et qu'il ne s'agisse pas du tout d'une coïncidence. Cérestien. À en juger par les années où elle l'a connu, elle a certainement compris qu'il avait élaboré des plans minutieux à l'avance pour la rencontrer. De plus, il ne savait pas lui-même qu'Iselle lui rendrait visite aujourd'hui, alors comment Lahan pouvait-il le savoir? Lorsque Cérestiane a voulu tout expliquer à la jeune fille, le duc a dit qu'il était un bon ami de son professeur, puisqu'ils étaient colocataires à l'auberge pendant toute la durée de l'académie. Cérestien n'a pas beaucoup aimé cela, car avec ces mots, il peut accidentellement révéler sa véritable identité, et le personnage principal découvre qu'elle n'est pas une femme. Il ne comprend pas non plus pourquoi la fille croit toutes les paroles du duc, sans même douter de leur authenticité. Cérestien connaît le duc depuis des décennies, mais ne l'a jamais considéré comme un ami pendant tout ce temps, et il n'était qu'un garçon de course pour lui. De corpulence légère et chétive, il a toujours été la cible de harcèlement. Tous les gars se moquent de lui, ne comprenant pas pourquoi il est venu à l'académie si tout ce qu'il sait faire, c'est dessiner. De plus, ils ont pris ses affaires et les ont simplement jetées, l'obligeant à les chercher. À ce moment, le duc s'approcha de lui, qui aida le gars et effraya beaucoup ses scélérats. Après cet incident, Lahan a commencé à demander à Cérestien de faire toutes les sales besognes, comme déplacer de l'eau ou faire d'autres travaux. Cérestiane ne comprend d'abord pas pourquoi il doit suivre tous les ordres du duc, mais Lahan le justifie en disant qu'il l'a alors sauvé, ce qui signifie que Cérestien lui est redevable. C'est à partir de ce moment que Lahan a commencé à utiliser le Cérestian à ses propres fins. Ce serpent a fait des années d'académie de Cérestian un véritable enfer, et maintenant il se tient juste en face de lui, crachant quelques lignes banales à Iselle. Lahan a soudain remarqué que le personnage principal était pâle. En portant la main à son front, il a suggéré qu'il avait peut-être de la fièvre. En se retournant, il a demandé à la jeune fille si son professeur l'embêtait sous prétexte de lui apprendre la sculpture, ce qui a un peu surpris la jeune fille, qui a tout de suite expliqué que ce n'était pas le cas. Il lui a offert une tasse de thé chaud pour qu'il l'aide à se sentir mieux. En se retournant et en regardant son ami, il lui a demandé de préparer du thé. Cérestiane était en état de choc et a accepté de répondre à cette petite demande. D'ailleurs, il ne comprenait pas pourquoi le duc agissait si bizarrement. Et le gars ne comprenait pas que c'était le pire jour de sa vie, puisqu'il ne savait pas à quoi s'attendre de la part de Lahan. Tout en préparant le thé, Cérestien ne comprenait pas ce que son ami avait l'intention de faire, et si effectivement il commençait à s'intéresser aux sculptures. Soudain, un duc est apparu derrière le type qui l'effrayait beaucoup, car Cérestiane pensait que Lahan était en train de communiquer avec le personnage principal. Lui jetant un regard sinistre, Lahan lui demande s'il n'a pas par hasard une affaire urgente dont il devrait s'occuper, ce qui a un peu surpris Cérestiane, puisque Lahan venait de lui demander de faire du thé. Lahan a dit que Cérestiane avait une affaire urgente, mais Cérestiane ne comprenait toujours pas de quoi le duc parlait. Mais en regardant dans ses yeux, il a immédiatement compris que Lahan voulait qu'il quitte cet endroit, ce qu'il n'a certainement pas l'intention de faire. Lahan lui rappelle que tout l'atelier lui appartient. Ainsi, menaçant Cérestien, il lui propose 2 choix. Soit il part un moment pour prendre l'air, soit il quitte ce studio pour toujours. Pendant ce temps, tous les chevaliers se sont rassemblés près du palais impérial, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. De plus, ils sont restés longtemps sans rien faire, ne comprenant pas où Sa Majesté le grand-duc Canox est parti. Léo était également présent à la réunion. Il s'est approché d'un chevalier dont le nom est Damon, qui a calmement écrit quelque chose dans son carnet, et a demandé où se trouvait le duc Canox. Damon a suggéré qu'il était probablement en retard à cause de l'arrangement précédent. Léo fronça les sourcils, ne comprenant toujours pas pourquoi tant de chevaliers étaient appelés, mais Damon, inquiet, répondit qu'il s'agissait sans doute de quelque chose de très important. Léo a alors ordonné à ses hommes de se tenir prêts à intervenir, tandis que Damon se sentait terriblement mal en réalisant que cette convocation était absolument inutile.
Il se souvient que le grand-duc lui a demandé de lancer un appel urgent afin de rassembler tous les chevaliers en un seul lieu, ce que Daemon a fait avec succès, puis La'an, souriant, a ordonné à Daemon de les maintenir en place jusqu'au coucher du soleil. Après cela, le duc a commencé à quitter la plage, ce qui a beaucoup surpris le gars, puisque le duc doit assister à la réunion, laissant La'an demander à Daemon de s'occuper de cela tout seul. Quand Daemon a entendu ça, il a été complètement choqué. Il ne savait même pas comment il devait réagir. Il comprend qu'il doit retenir les chevaliers jusqu'au coucher du soleil, mais ne comprend pas comment il doit s'y prendre, et il a besoin des réponses du duc qui communique maintenant avec le personnage principal. Tenant une tasse de thé, Iselle demande à La'an s'il est sûr que son professeur va bien, puisqu'elle venait de quitter le studio, en disant qu'elle avait des affaires urgentes à régler. La'an répond que les filles ne doivent pas s'inquiéter car il pense que tout va bien, mais le personnage principal, regardant sur le côté, ne comprend pas pourquoi elle a l'air légèrement pâle à ce moment-là. À ce moment-là, La'an remarque que le personnage principal semble très proche de son professeur. Cependant, en riant, elle a répondu que cela n'était probablement pas comparable à la relation à long terme qu'il entretenait avec son maître. Soudain, le personnage principal se souvient que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, le type a dit que la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, il dirait son nom. À ce moment, le duc dit son nom, ce qui surprit beaucoup la jeune fille. Elle était agapée. En rougissant, elle dit au duc qu'il semble lire dans ses pensées, puisqu'elle voulait juste lui demander son nom. Elle se sentait également mal à l'aise parce qu'elle n'avait pas payé le type pour l'avoir sauvée de ses crapules à l'époque, et elle veut donc lui rendre l'appareil. Soudain, La'an a dit qu'il aimait le travail de la jeune fille, ce qui l'a beaucoup surprise, et elle a rougi encore plus, car elle ne savait même pas qu'il avait vu son travail. Iselle ne savait même pas que son professeur lui avait montré son travail, et elle ne se sent donc pas tout à fait en confiance pour montrer son travail aux autres. À ce moment-là, il a dit que si Iselle se sentait mal de lui devoir quelque chose, elle pouvait lui sculpter un morceau, peu importe la taille, du moment qu'elle le faisait. Elle a demandé au gars quelle forme il voulait donner à sa sculpture, mais il a répondu calmement que cela n'avait pas d'importance tant qu'elle était faite avec sa touche. Il fait lever le personnage principal pour aller chercher du matériel pour qu'elle puisse travailler, et ne comprend pas pourquoi elle se sent rougir et devenir nerveuse à chaque fois qu'elle lui parle. Quand je suis revenue, j'ai remarqué que le gars avait déjà nettoyé l'ensemble et le coffre de façon à ce que ce soit très pratique pour elle de travailler, et je l'ai appelé très attentif. La'an a expliqué cela en disant qu'il avait l'habitude de tout préparer à l'avance, depuis son long service dans l'armée. Soudain, La'an remarque une ecchymose sur le bras de la jeune fille et lui demande s'il est resté avec vous lors de l'incident. Iselle lui dit de ne pas s'inquiéter car il disparaît lentement et il n'a plus mal. D'ailleurs, elle est du genre à guérir rapidement de ses blessures. À ce moment-là, le gars était en colère et a dit à voix basse qu'il aurait mieux fait de couper tous les membres de celui qui l'avait fait. La fille a demandé de quoi parlait le gars. Il a immédiatement commencé à faire semblant d'être innocent et a dit que tout allait bien. La'an remarqua soudain le panier de la jeune fille. Il se demandait ce qu'il contenait. Il voulait aussi qu'elle ne dise pas qu'il y avait de la nourriture pour Sérestiane, et si elle disait qu'il y avait des biscuits ou des gâteaux. À cet instant, Iselle, tenant un morceau de bois dans ses mains, réalisa qu'elle avait oublié le véritable but de sa visite ici. Tremblante, le personnage principal a même oublié qu'elle était venue ici pour demander à son professeur de l'aider à vendre ses objets, puis elle a dit que ces objets qui sont dans le panier pour son professeur. Mais ils ne sont pas du tout du même genre que ceux qu'il pense. En sculptant et en tremblant encore, la jeune fille suppose que l'argent qu'elle recevra de la vente de ses récoltes ne suffira pas à aider son père. Car s'il parle de vendre le territoire et son titre, il s'agit de sommes difficilement imaginables. Elle ne voulait vraiment pas épouser ce monstre que vous avez enfermé dans votre chambre et qui ne l'a pas laissé profiter de la vie. En parlant de cela, elle n'a même pas remarqué qu'elle commençait à suffoquer. La'an s'est rapidement levée et a commencé à lui crier dessus en lui demandant d'inspirer profondément et de normaliser sa respiration. Ceci fait, elle arrête de halter et remercie le duc pour son aide. Il lui semble qu'il est toujours en train de l'aider. Après cela, le gars a proposé d'aider la fille, car elle est pâle depuis le début de la journée, et il est fort probable qu'il se passe quelque chose. Iselle répond d'une voix calme que cela n'a pas d'importance, mais qu'elle pense se marier bientôt, ce qui choque beaucoup le duc.
Et si cela se produit, elle ne pourra plus visiter l'atelier, ni même continuer à étudier la sculpture auprès des maîtres. Poser ses outils sur la table. Elle s'est excusée et a dit qu'elle pensait ne plus pouvoir continuer son travail aujourd'hui, mais a promis que la prochaine fois, elle finirait certainement tout. En entendant cela, La-han s'est mis en colère et a cassé la table avec son pouce, mais il s'est justifié en disant qu'elle était déjà vieille et facile à casser. Lui tenant également la main, il s'est dit qu'il l'avait peut-être un peu blessée. À ce moment-là, Isel décide de lui masser la paume de la main, ce qui est souvent utile lorsque l'on est très tendu. La-han a été très surprise et a rougi de partout. Écoutez, comment le personnage principal a dit que son frère lui demandait souvent de faire cela pour qu'elle sache comment détendre les muscles tendus. Regardant soudain le visage de l'homme, elle s'aperçoit qu'il est tout rouge et ne sait même pas comment réagir. Après s'être inclinée devant lui et s'être excusée, elle réalise qu'elle aurait dû être plus prudente et s'excuse à nouveau d'avoir pris sa main par surprise. Mais là, avait toujours mal à la main. Isel a suggéré que cela était probablement dû au fait que le massage n'avait pas fonctionné parce qu'il portait un gant à la main. Et elle a donc demandé au gars si cela ne le dérangeait pas d'enlever le gant. En enlevant le gant, le personnage principal commence à masser sa paume, qui a déjà commencé à agir, et La-han commence à sentir que les muscles de son bras se détendent. Regardant la jeune fille droit dans les yeux, il lui conseille de lui demander de l'aide lorsqu'elle en a besoin, car il peut l'aider. Pendant ce temps, Sérestiane, qui se trouvait dans la rue, était furieux et pensait que La-han était déjà devenu insolent pour la région et qu'il devrait y avoir une loi contre cela. Comme l'acheteur ne peut pas expulser le vendeur de sa propriété, Sérestiane a été vue en train de se mettre en colère par des passants qui ne comprenaient pas ceux qui n'allaient pas chez cette dame. Marmonnant et se rongeant les ongles, ce n'est pas qu'il ne soit pas reconnaissant que le duc lui ait prêté un atelier, mais la question est tout autre, à savoir qu'il ne comprenait pas pourquoi il voulait tant être avec Isel seule. Puisque La-han est un monstre qui ne bronche même pas si quelqu'un meurt juste à côté de lui et qu'il n'y a qu'une seule chose qui intéresse La-han, cela s'est passé vers la fin de la 2e année à l'académie. Sérestiane a demandé à l'effronter où il était et pourquoi il n'était pas présent aux leçons, et le gars a répondu qu'il devait trouver quelque chose. Regardant son ami, Sérestiane dit que le maître a été très querelleur quand il a vu que le duc n'assistait pas aux cours de droit impérial. S'il continue à le faire, il sera bientôt expulsé. À ce moment-là, La-han, qui essayait de se faufiler hors de l'auberge, a demandé à son ami de s'en occuper, après quoi il est parti. Soudain, le duc est sorti du studio et a dit à son ami que le personnage principal le cherchait. D'ailleurs, elle doit maintenant rentrer chez elle. En entrant, Isel est contente de voir son professeur et lui demande s'il peut s'occuper de ses affaires urgentes. Ce à quoi le gars répond qu'il fait tout, bien qu'en fait il tue le temps pendant tout ce temps parce qu'il ne sait même pas où aller. Isel dit avec inquiétude à son professeur que la table est cassée, ce qui choque beaucoup Sérestiane, qui ne comprend pas comment cela peut arriver, mais la jeune fille lui explique que l'arbre est probablement vieux et qu'à force d'être saisi, il s'est cassé. Sérestiane était en état de choc et ne savait même pas comment réagir car il avait acheté cet arbre il y a moins d'1 an. Et en fait, il est très solide et très cher. En regardant le duc, le professeur a parfaitement compris qu'il était le seul à pouvoir le faire, mais il ne pouvait rien lui dire, alors il l'a regardé silencieusement. Sérestiane rappelle à la jeune fille qu'elle est venue ici pour lui dire quelque chose. Cependant, le personnage principal a souri et a répondu qu'elle le ferait la prochaine fois. Dans la rue, le personnage principal est accueilli par un luxueux carrosse qui la surprend immédiatement. Le duc dit en souriant qu'il a appelé le carrosse pour elle, mais Isel déclare qu'il n'est pas nécessaire de le faire, puisqu'elle peut aussi appeler la diligence et qu'elle ne peut pas accepter un carrosse aussi luxueux. En agitant les mains, elle remercie le duc pour son attention, mais déclare qu'elle trouvera elle-même la solution. À ce moment-là, le gars dit que la vérité est que son professeur s'est inquiété pour elle toute la journée d'aujourd'hui, parce qu'elle était pâle. Alors le professeur a demandé au duc de la ramener chez elle. Isel a été un peu surprise en entendant cela, et a supposé que son professeur pouvait vraiment le faire, et elle a réussi à le faire lorsqu'elle a quitté le studio. La-han a ajouté qu'il apprécierait qu'elle l'autorise à la ramener chez elle en toute sécurité. Au bout d'un moment, ils sont déjà dans la calèche qui se dirige vers la maison de la jeune fille. Elle se sentait très mal à l'aise, car c'était la première fois qu'ils se trouvaient dans une voiture avec un étranger. Soudain, elle se sentit regardée, et ouvrant les yeux, elle regarda le duc,
mais elle se rendit compte qu'elle se trompait. Expiration. Elle a décidé qu'elle avait passé trop de temps à la maison et qu'elle était donc trop consciente, ce qui la perturbe beaucoup. En regardant par la fenêtre, elle se dit que dans sa vie, elle n'a pas passé beaucoup de temps à l'extérieur et qu'elle n'a donc pas du tout de vie sociale, alors elle a décidé qu'elle devrait se faire des amis. En même temps, Lahan ne pouvait pas détacher son regard de la fille. Après leur arrivée, Isel a remercié Lahan pour son aide et lui a dit qu'elle pouvait marcher à partir d'ici. En partant, elle a entendu le duc dire qu'il se reverrait certainement bientôt. Rougissant, elle lui dit au revoir. En marchant, Isel se demandait s'il se reverrait un jour, mais dans son esprit, elle remerciait le gars pour sa gentillesse et sa considération, même s'ils ne s'étaient rencontrés que pour une courte période. Entre-temps, le duc a demandé au chauffeur de l'attendre ici, mais pour l'instant, il va suivre la jeune fille pour s'assurer qu'elle rentre bien chez elle. S'en assurer, il monta néanmoins dans la voiture et s'en fut à ses affaires. Pendant ce temps, Isel est déjà rentrée chez elle, où elle s'attend bien sûr à rencontrer Alec, qui, comme d'habitude, s'inquiète de son sort. N'ayant pas le temps d'entrer dans sa chambre, elle rencontre immédiatement un chevalier qui, pour une raison quelconque, est couvert de boue. En pleurant, il a dit à la jeune fille qu'elle n'avait aucune idée de l'inquiétude qu'il avait eue à son sujet lorsqu'il avait vu que Harris l'avait quitté pour rejoindre l'appel de l'Assemblée alors qu'il était censé rester dans le manoir et protéger la jeune fille. Remarquant l'herbe dans les cheveux de l'homme, le personnage principal lui a demandé s'il arrachait les mauvaises herbes. Ce qui étonna beaucoup le chevalier, il ne comprenait pas comment Isel savait cela. Il a également découvert que le grand-duc de Canox était un maniaque complet, mais il ne pensait pas qu'il était si fou de rassembler tous les chevaliers sur un appel urgent et de leur ordonner d'arracher les mauvaises herbes sur la place d'armes du palais impérial. Ils n'ont même pas vu, et il n'y aura que des chevaliers qui ont arraché l'herbe sous le soleil brûlant. Alec n'aime pas du tout cela, et il propose aux chevaliers de signer une pétition qu'ils enverront à Sa Majesté l'Empereur, mais les autres chevaliers le traitent de fou, car s'ils font cela, ils seront immédiatement punis. Harris a également demandé au personnage principal si elle avait été bouleversée par la visite soudaine du chevalier de la maison du grand-duc Canox plus tôt. Bien qu'il porte un uniforme de chevalier et qu'elle puisse dire qu'il en est un à la façon dont il manie son épée lorsqu'il l'aide, elle ne peut même pas imaginer qu'il est le grand-duc de Canox. Harris est très intéressé. S'il s'est comporté de manière très grossière avec elle, la jeune fille répond nerveusement qu'il n'a pas été grossier du tout, mais qu'il s'est plutôt très bien comporté. En outre, le chevalier s'est excusé d'avoir été forcé de la laisser entre les mains d'un étranger, tandis qu'il était traîné au loin, impuissant. Pendant ce temps, Isel a réalisé que si Lahan est un grand-duc, il aurait dû savoir qu'elle est Lady Isel Blisha. Le chevalier a également révélé son petit secret et a dit que jusqu'à ce qu'il soit emmené à la réunion, il a tranquillement suivi la fille, mais le personnage principal a répondu qu'elle savait parfaitement qu'il le ferait, puis avec un bâillement, elle a dit que c'était une belle journée et qu'il ne lui était rien arrivé de mal, alors elle a l'intention d'aller se reposer. En montant les escaliers, elle se demandait si le duc était si prévenant et bon avec elle simplement parce que c'était son devoir, ou parce qu'elle était l'apprentie de son vieil ami. Pendant ce temps, 2 femmes de chambre nettoyèrent le manoir. La femme de chambre aux cheveux verts a dit que le majordome avait encore crié après sa femme pour cela. Mais, par conséquent, elle devrait faire plus attention la prochaine fois. Soudain, Belle se souvient que son amie s'est blessée à la main hier en mangeant des pommes de terre, c'est pourquoi elle lui a conseillé de ne pas se mouiller les mains. Montrant sa main saine, elle a répondu que c'était très étrange, mais que lorsqu'elle s'est réveillée, sa main était déjà guérie. De plus, les chevaliers affirment que leur manoir est gardé par la déesse Enix, car ils ont guéri étonnamment vite après l'entraînement. En regardant les sculptures du personnage principal, la femme de chambre a été très surprise par leur beauté et n'a même pas pensé qu'Isel avait un tel hobby professionnel. Soudain, le personnage principal est entré dans la pièce et a demandé quand les femmes de chambre avaient terminé leur travail parce qu'elles voulaient se détendre. Au bout d'un moment, les servantes ont toutes terminé leur travail et ont dit qu'elles devaient s'atteler à leur prochaine tâche. En outre, Anne a dit qu'elle devait encore préparer une robe pour le personnage principal en vue du banquet qui aura lieu cette semaine. Quelques jours plus tard, le jour du banquet impérial arrive. Isel et son frère sont déjà au banquet. Aussi, tous les gens étaient éperdus et ne comprenaient pas qui c'était, puisqu'ils n'avaient jamais assisté à aucun banquet auparavant. De plus,
Ils n'avaient jamais vu Iselle de leur vie. En regardant votre sœur Léo lui demander de dire immédiatement si elle se sent mal à l'aise, il a également ajouté que cela devait être fatigant pour elle, car elle n'avait jamais participé à des banquets auparavant. Ce que la jeune fille a immédiatement accepté, puisqu'il s'agit d'une robe et que les talons sont très confortables, mais elle est un peu excitée à l'idée d'expérimenter de nouvelles choses. Léo a ajouté que cette robe ne lui allait pas parfaitement et qu'elle était très belle. Iselle a expliqué que Belle et Anne avaient ajusté la robe de sa mère à sa taille. À ce moment-là, le frère s'est rendu compte qu'il devrait acheter quelques robes à sa sœur, car comme il n'en a pas, elle est obligée de porter celle de sa mère. Soudain, une femme s'est approchée de l'homme qui l'a salué et lui a dit que cela faisait un certain temps qu'ils ne s'étaient pas vus. Cette fille s'est avérée être Solène, qui voulait faire connaissance avec le personnage principal depuis qu'elle le rencontrait pour la première fois. Alors d'ailleurs, toutes les personnes présentes meurent d'envie de savoir qui est cette magnifique femme. Pendant ce temps, Iselle remarque dans la foule son principal ennemi qui a l'intention de l'épouser, mais elle se réconforte en se disant qu'elle n'est plus une petite fille timide et sans défense. Léo n'avait pas vraiment envie de parler à Solène. Il a donc demandé au personnage principal s'il devait aller ailleurs. En même temps, le personnage principal a pensé que c'était à cause de cela qu'elle évitait les endroits bondés et tout cela pour ne plus rencontrer César. En se retournant, Léo s'est excusé auprès de Solène en disant qu'ils avaient une affaire urgente, après quoi ils sont partis en laissant la jeune fille en état de choc. Elle s'est occupée de l'homme, a écouté les chuchotements des autres femmes de la noblesse entre elles parce que Solène n'a pas réussi à séduire Léo. Raisonnant, la jeune fille ne comprenait pas pourquoi Léo ne l'aimait pas tant et aimait jouer avec ses sentiments. Pendant ce temps, le père du personnage principal discutait avec d'autres nobles, mais l'un d'entre eux a demandé si la réorganisation des chevaliers du palais impérial était vraie, mais l'homme n'y a pas prêté attention. Il a juste regardé sa fille. En se retournant, il s'excuse et demande aux hommes de quoi il parle. À ce moment-là, ils se mettent à rire, disant que l'esprit du comte Blichat est ailleurs, et qu'ils sont donc très intéressés par Starro qui distrait tant le comte. Soudain, l'homme a remarqué le personnage principal qui se trouve à côté de Léo, et ils ont immédiatement compris qu'il s'agissait de sa fille. L'un des hommes a également ajouté qu'il avait entendu dire qu'Iselle n'avait pas pu se rendre au colis pendant tout ce temps en raison de sa mauvaise santé, et il a donc supposé qu'elle se sentait maintenant beaucoup mieux. En plus de son élégance pure et de sa beauté époustouflante, elle ressemble à s'y méprendre à la comtesse décédée. Soudain, l'un des hommes ajouta qu'en fait, son fils n'avait pas pu détacher son regard de la fille du comte dès qu'elle était entrée dans le palais et qu'il était très probablement tombé amoureux d'elle au premier regard. En fait, ce que les autres hommes approuvèrent, puisque leur fils ne pouvait pas non plus détacher leur regard de la jeune fille, le père du personnage principal n'a pas beaucoup apprécié et il a rappelé aux hommes qu'ils étaient en train de parler de la réorganisation du palais impérial. Après cela, il a dit que maintenant que la guerre de Terve est terminée et que le grand-duc de Canox est revenu, un nouveau chevalier spécial sera organisé, pendant que le reste du comte, inquiet, ne comprenait pas ce qu'il disait et qu'il mettait le comte Blichat en colère. Soudain, le duc Rossion s'approcha d'eux, qui, un verre de vin à la main, demanda au comte comment il se sentait. L'un des ducs a alors demandé au duc Rossion s'il était vraiment en mesure de remporter l'enchère pour la sculpture dont on parle beaucoup lors de la récente vente aux enchères, ce à quoi le duc a répondu par l'affirmative. Le second duc demande alors au duc Rossion si cette sculpture possède réellement un pouvoir mystique dont la rumeur dit qu'il peut guérir les maladies. Tout en buvant du vin, l'homme répond que ce serait un miracle si c'était vrai. Il pense donc à organiser un banquet pour permettre à tout le monde d'admirer la sculpture. En souriant, il a ajouté qu'il aimerait inviter tout le monde, et bien sûr le comte Blichat. Après cela, l'homme a demandé au comte Blichat si toutes ces lettres lui étaient parvenues, puisqu'il n'avait toujours pas instruit la réponse, et à en juger par la réaction du père du personnage principal, il a probablement reçu les lettres. Soudain, toutes les conversations se sont arrêtées, et tous les gens ont regardé le grand duc Canox qui sortait dans son bel uniforme.